Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Blablart. Et dans cette vidéo là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une deuxième édition de une vidéo égale un artiste. Mais de qui nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un grand artiste. Je pense que pas mal de monde le connaît parce que vous le connaissez surtout avec cette œuvre là, qui est le portrait d'un artiste où il y a deux personnages près d'une piscine. Cette œuvre est extrêmement connue, d'ailleurs je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais de vous, qui c'est? Il s'agit de David Hockney, qui est cette personne là. Je pense que pas mal de monde le connaît, mais pas assez. C'est pour ça que nous allons en développer un peu plus pour savoir comment il en est arrivé à réaliser toutes ses œuvres durant sa carrière, mais aussi je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Donc restez jusqu'au bout si cette vidéo vous intéresse. D'ailleurs, comme la précédente vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres artistes que vous voulez qu'on parle dans une future vidéo. Ça va être grand plaisir de le savoir. Et si ce genre de vidéo, comme d'hab, vous plaît, n'hésitez pas à nous le mettre en mettant par exemple des pouces bleus ou des commentaires. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour ceux qui se demanderaient qui est David Hockney, David Hockney est un artiste né en 1937, plus particulièrement au Royaume-Uni, donc c'était juste là. Et c'est un artiste tout support, dans le sens où il a énormément expérimenté beaucoup de choses dans l'art durant sa carrière en tant qu'artiste. Il a notamment été peintre, mais aussi portraitiste, aussi paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe et encore théoricien de l'art britannique. Et encore de nos jours, il fait encore pas mal de choses en tant qu'artiste. Il a aussi énormément utilisé le numérique, vous le verrez plus tard dans une œuvre que je vais vous présenter. Bref, il a fait énormément de choses dans l'art et du jour d'aujourd'hui, il a décidé de complètement s'écarter des pays qu'il a pu visiter durant sa carrière que je vais vous présenter plus précisément. Mais vous allez me demander comment on sait de quel mouvement appartiennent ces œuvres, parce que c'est vrai que quand on regarde ces œuvres, nous ne savons pas trop de quel mouvement ça appartient, parce que ça pourrait appartenir à plein de mouvements différents, et je vais vous dire que ça appartient à trois mouvements en particulier. Premièrement, le pop art, ensuite l'art moderne, et puis ensuite le cubisme. D'ailleurs, ces trois arts ont un impact durant sa vie, car il s'inspire énormément de plusieurs artistes que je vais vous présenter prochainement dans de futures vidéos. Comme je vous l'ai dit, David Hockney s'est énormément inspiré de plusieurs artistes. Mais quels sont ces artistes? Je vais vous les présenter maintenant. Il s'est inspiré notamment de Picasso, ou encore de Matisse, ou encore de Fra Angelico, ou encore de Vermeer. Et voilà, il s'est inspiré particulièrement de ces 5 artistes, car oui, c'est ces artistes qui l'ont énormément inspiré de sa carrière. C'est pour ça qu'on peut retrouver dans ses œuvres beaucoup d'inspiration de tous ces artistes-là, notamment avec le cubisme pour Picasso ou encore les autres artistes que je t'ai présentés précédemment. Je vous l'ai dit aussi, il a testé énormément de choses dans l'art car il s'intéressait énormément à pouvoir utiliser beaucoup de choses dans l'art pour s'expérimenter et savoir qu'est-ce qui l'intéressait le plus. C'est pour ça qu'il s'est énormément aussi intéressé au procédé de la fabrication de l'image. Par exemple, il n'hésitait pas justement à utiliser la technologie comme le fax ou encore la photographie comme je vous l'ai dit précédemment, le photocopieur ou l'iPad plus particulièrement, vous le verrez comme je vous l'ai dit. Une œuvre qu'il a pu réaliser totalement avec son iPad que je vous présenterai au cours de la vidéo. Il a même dit quelque chose que je vais vous lire particulièrement qui est super intéressant. Il a dit: à partir du moment où vous trichez pour égard pour la beauté, vous savez que vous êtes un artiste. Donc il a dit ça aussi David Hockney et c'est super intéressant comme phrase que je reprendrai plus tard dans la vidéo. En Angleterre, il a commencé à étudier énormément l'art. C'est là où il a commencé, vu qu'il est né là-bas, à étudier l'art. Du coup, entre 1953 jusqu'en 1956, il a intégré les beaux-arts. C'est là, par là, où il a commencé à faire ses études d'art. Et par la suite, il a intégré une prestigieuse école qui est le Royal College of Art, qui ressemble à ça, qui est à Londres. Et il a intégré cette école en 1959 plus précisément. D'ailleurs, en 1960, il a été énormément marqué par la rétrospective de Picasso à la Tate Gallery durant l'été 1960. Donc, il y avait ce genre d'œuvre qu'on pourrait retrouver de Picasso, qui est cet artiste-là. Je pense que beaucoup de monde le connaît. Et il a énormément été impacté par et marqué surtout par ses œuvres parce que ça l'a énormément inspiré, comme je vous l'ai dit, pour ses œuvres qu'il a réalisées au fil du temps de sa carrière, car comme si vous ne le savez pas, Picasso a énormément fait de cubisme. Et du coup, David Hockney a quelque chose à nous dire pour parler de l'expo qu'il a pu voir en 1960, qu'il a énormément inspiré, qui était l'expo de Picasso. Donc cette phrase, c'est: Picasso pouvait maîtriser tous les styles. La leçon qu'il en tire, c'est que l'on doit les utiliser tous.
en conclusion. Donc c'est ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a voulu nous transmettre par rapport à l'expo qu'il a pu voir de Picasso en 1960. Par la suite, en 1960 et 61, il exécute une œuvre qui s'appelle Doll Boy, c'est-à-dire le garçon à la poupée qui ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est très sobre parce que c'était ses premières œuvres. Et comme on peut le voir sur ses premières œuvres étaient extrêmement sobres, c'est-à-dire des couleurs assez ternes. Par exemple, ça peut être du marron, du rouge, ce genre d'œuvre. Vous allez voir qu'avec l'évolution entre la première et la dernière œuvre qu'il a réalisée pour l'instant du jour d'aujourd'hui, on va voir une sacrée différence de colorimétrie parce que au début de ces œuvres, comme je dis, c'est des couleurs très ternes, donc marron, rouge, noir, etc., qui étaient un peu floues, on n'arrivait pas trop à reconnaître ce que c'était, alors que du jour d'aujourd'hui, c'est des couleurs assez vives, c'est-à-dire des couleurs assez naturelles qu'on peut retrouver par exemple dans la nature ou dans la vraie vie, assez moderne. Donc comme vous pouvez le voir, il passait par plein d'actes de sa vie, parce que comme je l'ai dit, c'est énormément inspiré de plusieurs artistes et aussi énormément de la nature, comme vous pouvez le voir sur les œuvres suivantes que je vais vous présenter. Et du coup, c'est pour ça que durant sa carrière, il a pu voir expérimenter plein de choses autour de l'art. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient quand est-ce qu'a lieu sa première exposition, car oui, comme tout artiste, il a lui aussi pu permettre de se faire exposer. Mais où est-ce qu'il s'est fait exposer? Il s'est fait exposer en 1963 chez un marchand d'art britannique qui est John Kesmin, donc qui ressemble à ça, et il s'est fait exposer du coup à Londres, vu que pour l'instant il vivait toujours à Londres. Mais en 1964, David Hockney décide de partir de l'Angleterre pour aller à Los Angeles et pour réaliser ses vraies premières peintures, où là il a commencé à avoir un nouveau art et de voir d'autres choses par rapport à ses œuvres, notamment cette série emblématique que je vais vous présenter dès maintenant, qui sont les piscines. Il a pu, même durant cette période-là, même durant l'hôtel où il a logé pendant une longue période, justement, même comme vous pouvez voir sur ces images-là, dessiné carrément sur la piscine pour voir à quoi pouvaient ressembler ses œuvres. Donc il a dessiné dans la piscine carrément de l'hôtel, ce qui est franchement pas inapte pour réaliser cette série de piscines que vous pouvez voir, dont cette œuvre est extrêmement connue, que tout le monde connaît, donc c'est là où on le connaît le plus. Donc je vais vous présenter un peu plus comment il en est arrivé à réaliser ses œuvres de la piscine, où est-ce que sont venues ses idées, ses inspirations. Je vais vous en parler dès maintenant car c'est une série les plus connues, c'est de là où on le connaît, et c'est de là où je me suis dit tiens, on le connaît de là, mais c'est vrai que certes on le connaît de là, mais je me suis posé la question comment il a eu l'idée de faire ces piscines, comment c'est venu ses inspirations, comment il les a réalisées, est-ce qu'il les a réalisées en réel aussi, ou est-ce qu'il les a fait que en peinture, bref, c'est pour de là où j'ai eu cette idée de parler de David Hockney. Et j'espère du coup que cette vidéo vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre comme ça sera avec plaisir de le savoir. Souvent, quand on prend un artiste, quand on regarde sa carrière, souvent les artistes ont tendance à faire des séries d'œuvres. Par exemple, Van Gogh, qui est cet artiste-là, il a réalisé les iris, c'est-à-dire toutes ces fleurs qu'on peut voir dans la nature. Donc il en a réalisé plein de tableaux. Ou encore Warhol avec toutes ces sérigraphies qu'il a pu réaliser, ou encore Monet avec tous ces couchers de soleil qu'il a pu réaliser. Bref, souvent on a tendance à prendre plein d'artistes et on remarque que souvent ils font des séries d'œuvres. Et là, du coup, je vais vous parler de David Hockney, vu que dans cette vidéo on parle de David Hockney. Il a réalisé une dizaine d'œuvres sur les piscines. Alors, il en existe plein que je vais vous afficher au fur et à mesure, car je vais vous en parler au fur et à mesure des œuvres qu'il a réalisées, car oui, quand même, c'est quand même intéressant de savoir comment il les a réalisées. Mais comparé aux autres artistes, il en aurait beaucoup moins que la moyenne que les artistes ont pu réaliser en règle générale. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas vous en parler, car c'est tellement mythique que c'est pour ça que nous allons en parler. Là, je vais vous parler de l'œuvre Californie, qui est celle-là. On peut énormément s'y plonger dedans, car c'est le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un ciel parfaitement pur et aussi azuré, mais jusqu'à la saturation carrément, car on voit le ciel qui est énormément saturé. Je sais pas si vous le remarquez, mais aussi on voit des palmiers, des maisons basses ou encore modernes. Car oui, comme je vous ai dit, il a aussi fait de l'art moderne. On peut le retrouver plus particulièrement, il réalise les styles des piscines. On peut voir que son style commence à changer et qu'il commence à parler plutôt, du coup, au lieu de ces œuvres hyper sombres, hyper ternes, etc. Là on commence à avoir un peu plus de couleurs, hyper vives mais aussi hyper modernes. C'est ça qui est hyper intéressant de voir qu'il passait de cette œuvre là à par exemple cette œuvre là. C'est énormément hyper intéressant de découvrir ça. Mais on peut voir aussi dans cette œuvre là, du coup, comme je vous le parlais, une ouverture de jardin, des couleurs pastel et aussi des piscines, car oui, c'est la série des piscines, on y est enfin. Car oui, je pense que c'est ce que vous attendiez le plus. Bien évidemment, on va parler de l'œuvre la plus célèbre des piscines, qui est probablement Bigger Splash, qui est celle-là.
où on voit, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on peut retrouver cette œuvre, l'œuvre la plus connue de David Hockney. Comme je vous ai parlé précédemment, il a énormément durant l'été 1960 été inspiré par l'exposition qu'il a pu y avoir à la Tate Gallery sur Picasso. Et il a pu lui aussi pouvoir mettre son œuvre la plus connue, celle de cette œuvre là de piscine qui est le Big Splash. Il a pu mettre aussi au même endroit où il y avait les œuvres de Picasso, c'est-à-dire à la Tate Gallery à Londres en 1981. Oui, c'est hyper vieux, mais il a pu aussi lui la mettre à la galerie. Si l'œuvre Big Splash, qui est cette œuvre là comme je vous parle depuis tout à l'heure, qui est l'œuvre la plus connue de David Hockney, justement reprend énormément de codes qu'on a déjà parlé précédemment d'ailleurs. Et aussi il y a aussi pas mal de choses qu'on peut retrouver à part les codes que j'ai parlé précédemment, par exemple une chaise de producteur qui nous rappelle aussi que Hollywood n'est pas très loin. D'ailleurs, par rapport aux séries des piscines, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui est peut-être croustillante, je trouve personnellement. Simplement, en fait, David Hockney, où est-ce qu'il a trouvé son inspiration pour les piscines? Simplement, c'était d'abord une publicité trouvée dans un ouvrage consacré à la construction de piscines justement, et on nous raconte que Andy Warhol, qui est cet artiste-là, a séjourné chez Hockney, donc il est parti voir David Hockney, et c'est justement Andy Warhol, à ce qui paraît, qui justement aurait suggéré l'idée à David Hockney de justement réaliser cette série sur les piscines. Donc du jour d'aujourd'hui, si la série des piscines existe, c'est justement grâce à Andy Warhol qui a poussé à ce que David Hockney réalise cette série de piscines, parce que tout simplement il s'est inspiré en regardant justement un ouvrage, une publicité sur les piscines qu'il a pu lire précédemment ou voir en tant que visuel. Donc c'est hyper sympa. Pour que vous voyez un peu à quoi ressemblait cette série sur les piscines, je vais vous afficher quelques œuvres juste là des piscines que David Hockney a pu réaliser. Je vous laisse admirer ces belles œuvres qu'il a pu réaliser. Franchement, on peut remarquer que c'est hyper moderne comparé à ses œuvres précédentes que je vous ai parlé au tout début. Et franchement, on voit une grosse évolution et on voit vraiment que c'est vraiment inspiré de l'art moderne et surtout du pop art aussi, parce qu'au niveau des couleurs hyper vifs que nous voyons, c'est hyper moderne et c'est hyper emblématique je trouve. Et franchement, personnellement, moi j'aime beaucoup les œuvres sur la série des piscines. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter concernant l'œuvre des piscines. Petite curiosité surtout, c'est qu'en 1968, David Hockney fut conditionné, donc il fut amené à devoir réaliser, il fut conditionné pour peindre justement une piscine à Los Angeles, plus particulièrement une piscine d'un hôtel qui s'appelle Roosevelt. Donc l'hôtel ressemble à ça et l'œuvre de la piscine ressemble à ça justement. Donc il a dû justement aller justement dans la piscine de l'hôtel pour justement essayer de peindre justement dans la piscine. D'ailleurs, en plus du jour actuel, elle est toujours en service à ce jour, donc c'est vraiment hyper emblématique pour justement toute sa série sur les piscines. Donc c'est vraiment hyper emblématique et je trouve ça super intéressant comme anecdote à vous raconter. D'ailleurs, pour continuer à parler de sa vie, David Hockney en 1964 décide de quitter l'Angleterre pour aller en Californie. C'est là où d'ailleurs, comme je vous ai parlé précédemment, il a commencé à réaliser ses œuvres sur la série des piscines, mais il n'a pas fait que ça en arrivant en Californie. Donc dès qu'il arrive en Californie, il s'imprègne énormément au niveau de sa peinture de la lumière éblouissante par exemple de Los Angeles qui est juste là, mais aussi de son mode de vie hédoniste. Donc je mets une petite définition juste là parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire hédoniste, parce que je pense que beaucoup de monde ne le savent pas. J'ai dû moi aussi même chercher une petite définition car je ne savais pas. D'ailleurs maintenant je sais ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, David Hockney devient aussi le chroniqueur. Qu'est-ce que chroniqueur? C'est-à-dire quelqu'un qui prend la parole, par exemple à la radio ou sur des journaux, qui va prendre la parole et qui va parler. Et sur cette vie cool, un des mots-clés de l'époque. D'ailleurs aussi, dès son arrivée, il troque la peinture à l'huile pour passer au pinceau pour l'acrylique, ce qui est complètement différent au niveau de la peinture, car oui, il existe plusieurs types de peinture, mais là, du coup, il a utilisé plutôt l'acrylique. Et du coup, pour réaliser plutôt quoi, du coup, il a plutôt réalisé, du coup, dès son arrivée, plusieurs tableaux inspirés des magazines. Mais quels magazines, vous allez me dire? Des magazines homo-érotiques, donc plutôt ce style de magazine-là, plus particulièrement, pictoral qu'il a réalisé. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, ensuite la série des pool painting, donc c'est-à-dire la série des piscines, il y a vraiment, je pense, c'est vraiment la chose qui l'a fait le plus connaître durant sa célébrité. D'ailleurs, c'est ça qui lui a fait démarquer par rapport aux autres artistes. Par la suite, en 1968, David Hockney décide justement de se lancer dans une nouvelle série. Mais quelle est cette série? Vous allez me dire, c'est la série Magistrat du double portrait. Par exemple, ce style d'œuvre qu'il a pu réaliser durant sa carrière. Donc, c'est inspiré de ses proches énormément, par exemple de sa famille ou de ses amis, ou même de la nature humaine en règle générale. Ces œuvres sont également hantées, c'est-à-dire par les maîtres qui les admirent, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit précédemment, Vermeer ou encore
Balthus ou encore Hooper, où de vite le sujet devient la relation psychologique qui unit les protagonistes. Donc continuons un peu plus tard au niveau de sa carrière pour David Hockney. En 1970 plus particulièrement, Hockney se retrouve de son propre aveu dans un impasse artistique, donc c'est-à-dire qu'il recherche un nouveau souffle, donc c'est-à-dire qu'il recherche autre chose dans son art, car il avait un peu vu un peu tout ce qu'il savait et ce qu'il pouvait faire au niveau de l'art, et il décide de revoir un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire de nouveau et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de ce changement dans ses œuvres. Donc il cherche un renouveau, par exemple notamment avec la photographie, où il a fait énormément de photographies dans laquelle il s'intéresse depuis des années 1960, car oui, comme je vous l'ai dit précédemment, il s'est intéressé énormément de choses dans sa carrière artistique, car il a voulu tester plein de choses au niveau de l'art, et du coup il s'est dit, au lieu de faire de la peinture et de faire que ça, il a décidé de faire autre chose, notamment dès les 1970 la photographie. Donc il a fait énormément d'œuvres, car oui, on peut aussi parler d'œuvres au niveau de la photographie, vous ne le saviez pas, car la photographie c'est aussi une forme d'art mais complètement différente vu que c'est fait avec le numérique. Et du coup il crée les joailliers, et c'est un assemblage d'une multitude de clichés selon les différents points de vue, donc les différents points, c'est-à-dire les différents endroits ou les angles où est-ce qu'il va aller. C'est là où il retranscrit énormément les leçons de cubisme de Pablo Picasso. Oui, comme je vous le dis, vraiment Pablo Picasso était vraiment quelqu'un hyper important pour lui dans sa carrière d'artiste à David Hockney. Et il compose aussi par des portraits ou des paysages réalisés avec l'aide des appareils Polaroid, car à l'époque, oui, on n'avait pas beaucoup de vrais appareils photo et c'était vraiment à la mode à cette époque-là de faire énormément de photos au Polaroid. Vous allez me dire, c'est quoi le Polaroid? Style d'appareil photo là, et ça représente ce style de photo là qu'on pouvait voir. Donc avec ce style de papier là, on faisait une petite photo, et quand on faisait la photo, la photo s'imprimait directement et sortait du Polaroid, et ça ressemblait ce style de photo là. Donc il a pu faire ce style de photo là durant sa carrière en tant que photographe. Donc je vous laisse un peu défiler quelques petites photos. Pour continuer dans sa carrière, David Hockney s'intéresse et s'approfondit énormément au niveau de la perspective, car comme vous avez pu le voir dans ses œuvres précédentes, il a énormément utilisé de perspective, et là il avait vraiment envie d'approfondir sur ce sujet là, parce que pour lui c'était pas assez clair et assez net au niveau de la perspective. Et du coup on s'intéresse au début des années 1980, on arrive un peu plus tard dans sa carrière à la perspective inversée, c'est-à-dire ce style de perspective là plus particulièrement dans les paysages enveloppés, par exemple le point de fuite où c'est derrière le spectateur, où tout le tableau converge vers lui, mais aussi en s'inspirant des rouleaux de peinture chinoise qui ressemblent à ça justement, mais aussi l'artiste recrée une impression de successives, spectateurs en mouvement, donc c'est-à-dire du coup le tableau synthétise énormément l'association de l'œuvre qu'il a pu retranscrire dans ses œuvres, du coup avec la perspective qu'il a pu chercher en s'inspirant énormément de choses. Beaucoup plus tard, en 1986, le peintre anglais donc David Hockney décide d'utiliser la photocopieuse couleur laser, c'est-à-dire ce genre de photocopieuse là où on peut imprimer énormément de choses. Donc il a vraiment envie de s'intéresser, parce que comme je vous l'ai dit, il s'intéresse énormément aussi au numérique, c'est pour ça qu'il a décidé d'utiliser la photocopieuse couleur laser. Il tente aussi de lutter contre l'idée absurde de l'obsolescence de la peinture. Cette définition est juste là parce qu'il ne savait ce que ça veut dire. En séparant de nouvelles technologies pour mettre le service de son art, donc pour découvrir un peu d'autres choses dans son art, parce que comme je vous dis, il a énormément fait beaucoup de choses au niveau de l'art. Il a vraiment envie de tenter beaucoup de choses, que ce soit du traditionnel mais aussi du numérique. C'est pour ça qu'il a tenté énormément de choses durant sa carrière. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un artiste hyper complet. Et d'ailleurs il poursuit avec le fax en 1989. Le fax, c'est ça pour ceux qui ne savent pas, et aussi l'ordinateur en 1990, mais aussi avec donc la tablette graphique en 2008 qui ressemble à ceci, mais aussi avec l'iPhone en 2010, donc c'est-à-dire ceci, et aussi l'iPad en 2011, c'est-à-dire ceci, et plus récemment avec la caméra haute résolution. Donc oui, il a même testé la vidéo carrément. Donc vraiment c'est un artiste tout support, et c'est ça qui est vachement cool. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est juste quelqu'un qui a fait de la peinture et tout avec ses piscines. Bah non, il a vraiment touché à plein de choses autour de l'art, et c'est ça qui est super intéressant d'apprendre à le connaître et à le découvrir vraiment. D'ailleurs, pour vous raconter autre chose durant sa carrière à David Hockney, en 1997 il expose ses peintures de fleurs à Londres plus particulièrement, c'est-à-dire ces peintures là, et aussi il est inclus dans la liste d'honneur d'anniversaire de la reine d'Angleterre. Donc c'est dire à quel point il était vraiment un artiste très connu, surtout à Londres plus particulièrement. Et d'ailleurs aussi, pour vous raconter autre chose, en 2009, c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à s'intéresser beaucoup plus au numérique, plus particulièrement à expérimenter le dessin sur iPhone ou iPad, c'est-à-dire le dessin numérique. Donc vraiment, en plus il a réalisé un peu plus tard une œuvre plus complète sur numérique. Je vais vous présenter plus particulièrement plus tard, que c'est une œuvre aussi connue du jour d'aujourd'hui, qui a beaucoup parlé et beaucoup fait polémique d'ailleurs plus précisément, et c'est en 2020. C'est la première grande rétrospective de David Hockney
de son œuvre depuis plus de 20 ans. Oui, exactement 20 ans, car pendant une longue période, il n'a pas été exposé. Mais après, il a fait une longue rétrospective et du coup, on a pu voir plein d'œuvres qu'il a pu faire durant sa carrière par-ci par-là, dont des petites séries qu'il a pu faire, dont les piscines et plein d'autres encore. Du coup, où est-ce que ça a été fait? Ça a été fait à la National Portrait Gallery, donc voilà plus particulièrement cette galerie-là. Pour ceux qui se posent la question, combien d'expositions pour l'instant David Hockney a-t-il réalisé? Il en a réalisé beaucoup. Il en a réalisé une dizaine, donc je vais vous dire les dates clés des expositions qu'il a pu réaliser. Donc il en a réalisé par exemple une en 1962, une en 1970, encore une en 1974, ou encore en 1988, ou encore en 1996, ou bien plus tard en 1999, ou encore en 2001, ou 2012, ou carrément encore bien plus tard en 2019, ou encore en 2022 comme je vous ai parlé précédemment. C'est vraiment les dates clés de ces expositions où il a pu faire. Donc il l'a fait à plein d'endroits, que ça peut être à Paris, ça peut être en Angleterre, surtout en Angleterre, il en a fait beaucoup parce que c'est là où justement il a fait la plupart de sa vie en Angleterre. Et comme je vous l'ai dit, plus précisément ces derniers temps, après avoir fait sa majorité de sa vie en Angleterre, il est passé en Californie, donc aux États-Unis, puis après la Californie en 2019. Plus récemment, il a décidé de complètement d'arrêter de déménager à droite à gauche dans divers pays. Il a décidé de vivre en Normandie, car oui, depuis 2019, il vit actuellement en Normandie. Et oui, et d'ailleurs, je vais vous parler d'une œuvre qu'il a réalisée, qui est les 4 saisons qu'il a réalisées sur une grande fresque. En gros, il a pris son iPad et durant toutes les saisons, durant le confinement, il a décidé de justement dessiner toutes les saisons qu'il voyait. Donc il voyait le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et il a dessiné sur son iPad justement toutes les saisons et qu'est-ce que ça lui procurait. Et du coup, il a décidé de justement dessiner toutes les saisons sur son iPad. Il en a fait une énorme fresque qui a été exposée à l'Orangerie. Donc cette fresque ressemble à ça. Je vais vous mettre une petite vidéo qui va le montrer plus particulièrement en entier, la fresque, parce qu'elle est assez longue. David Hockney pose ses valises au musée de l'Orangerie, temple des nymphéas de Monet, déclinant les saisons dans une fresque absolument monumentale de près de 90 mètres de long. Mais l'artiste vivant le plus cher du monde s'offre ici une exposition sans peinture, enfin presque. Hockney a troqué ses pinceaux pour une tablette, les piscines californiennes ont laissé place à des pommiers en fleurs, le bleu azur au vert électrique. Mais pourquoi donc un tel virage? L'artiste nous raconte que fin 2019, il entreprend de réaliser une frise en écho à l'immense tapisserie de la reine Mathilde aperçue au musée de Bayeux. Son idée est alors de raconter l'arrivée du printemps, un printemps qui n'aura jamais semblé aussi long avec le confinement décrété en mars 2020, alors que l'artiste est dans sa maison en Normandie. Comme Monet à l'époque, mais avec les outils de son temps, Hockney saisit son iPad et se met à peindre frénétiquement. Les confinements s'enchaînent et notre artiste, parti initialement pour capturer la floraison du printemps, se retrouvera à dépeindre sous la forme d'un cycle narratif une ronde des 4 saisons en Normandie. Les fleurs, les pommes, la pluie, la neige, sa maison, son jardin et sa campagne environnante. Avec lui, nous quittons un quotidien étouffant et sans perspective. Hockney nous raconte une nature immuable, jouant sur les effets de lumière, déclinant les variations atmosphériques selon une palette vive et électrisante, aux accents presque pop. Une centaine d'arrêts sur image comme autant de clichés d'un temps suspendu qui défilent irrésistiblement dans un renouveau permanent. Hockney nous prend par la main pour une balade bucolique dans son cottage normand, visitant les vergers voisins au rythme des saisons. Une magnifique ode au temps qui passe, sans nostalgie, nous invitant à saisir la beauté de l'instant présent avant qu'il ne s'échappe. J'ai envie de vous raconter plusieurs anecdotes concernant David Hockney, car oui, il y a plusieurs anecdotes à vous raconter concernant David Hockney. Par exemple, il pèse lourd sur le marché de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David Hockney compte parmi les artistes les plus vivants et les plus riches dans le domaine de l'art, dans le sens aux côtés de par exemple James Coons, qui est cet artiste-là, ou encore Damien Hirsch, qui est cet artiste-là. Bref, il compte l'un des artistes les plus vivants, les plus riches dans le domaine de l'art. C'est dit. Comment ça se fait, vous allez me dire? Les estimations datent de 2013 plus particulièrement, donc ça fait un petit moment déjà, mais je pense que du jour d'aujourd'hui ça n'a pas trop changé à mon avis, peut-être un petit peu mais pas beaucoup. Ces œuvres auraient rapporté plus ou moins
40 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme, de chez énorme, de rapporter énormément de sommes. Surtout cette somme-là, c'est énorme. Ça arrache dans les ventes, c'est-à-dire que les gens s'arrachent quand ils voient une œuvre de David Hockney. Souvent, les gens le veulent, genre quand ils font des enchères, ou c'est soit dans des galeries d'art, ou peu importe. Souvent, les gens se les arrachent parce qu'ils les veulent énormément. C'est pour ça qu'ils coûtent hyper cher. Avec un record, par exemple, une fois, ça a même atteint un record de 7,9 millions. 7,9 millions établis en 2009, donc c'est vraiment énorme pour une œuvre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Par exemple, pour la toile, et ce chiffre-là, de 7,9 millions en 2009, c'était pour la toile Beverly Hills Housewives, donc c'est cette œuvre-là qui a coûté plus de 7,9 millions d'euros en 2009 plus particulièrement. D'ailleurs, une autre anecdote à vous raconter, si vous ne savez pas, il a posé pour Lucian Freud et Lucian Freud a aussi posé pour justement David Hockney. Mais vous allez me dire qui est Lucian Freud? Lucian Freud, c'est un artiste et un graveur d'origine allemande. Ils se sont rencontrés un jour et ils ont matché et du coup ils ont décidé tous les deux, comme ils sont artistes, de justement se poser pour l'un et l'autre. D'ailleurs, je vous mets les œuvres juste là parce que je trouve ça super intéressant de vous les montrer pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler par la suite. Donc c'est carrément une amitié, ils sont devenus amis carrément. Les deux plus grands peintres contemporains du Royaume-Uni, car oui, Lucian Freud a décidé de déménager au Royaume-Uni, de vivre là-bas et de justement, c'est là où ils se sont rencontrés. Et ils ont carrément passé 3 mois ensemble pendant lesquels ils ont décidé de se peindre mutuellement. Et en plus, particulièrement, David Hockney voulait vraiment observer la technicité de ce que pouvait faire Lucian Freud dans ses œuvres, plus particulièrement dans ses peintures. On peut affirmer même que David Hockney n'a pas du tout été déçu. Il a posé aussi pour le maître pendant près de 120 heures, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 120 heures, c'est je sais pas combien d'heures de poser. Déjà que poser en tant que modèle vivant ou modèle de cours, c'est déjà hyper crevant, mais imaginez 120 heures sans bouger comme ça. Genre c'est vraiment, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça demande un temps fou et tout. Par contre, du côté de David Hockney, il a passé seulement 4 à représenter le peintre avec son assistant qui était là à ses côtés carrément. Donc il l'a représenté, comme je vous le montre sur cette œuvre là, il l'a représenté lui et son assistant quand ils ont commencé à dessiner. Donc vraiment, c'est vraiment, enfin, c'est fou quand même de se dire que deux grands artistes et deux grands peintres plus particulièrement ont peint ensemble. Genre vraiment, on ne pouvait pas s'imaginer. Et franchement, voir les deux œuvres à côté, c'est juste fou et c'est juste super original et super sympa à voir. Pour ceux qui voulaient savoir aussi, David Hockney aime beaucoup les cigarettes et les teckels, donc c'est-à-dire ça et aussi ça. Oui, ça n'a complètement rien à voir, mais il aimait bien ça. Et comme vous le savez, chaque artiste a ses observations sur l'art, sauf que David Hockney ne fait pas exception à la règle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer de ses teckels et de ses cigarettes. Du coup, il ratait jamais une occasion pour prendre ses teckels. Et d'ailleurs, plus particulièrement, je vais vous montrer l'œuvre qu'il a réalisée, qui est la plus connue de cette série-là, donc c'est-à-dire cette œuvre-là. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de couleurs, mais on retrouve énormément de couleurs dans le sens, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est quand même assez saturé dans le sens où c'est assez enfantin, j'aurais tendance à dire. Pour ma part, je trouve ça un peu enfantin, avec les couleurs rouges. On peut voir qu'il est assez enfantin, assez, on va dire, saturé et aussi terne. Parce qu'on voit énormément les couleurs pop art derrière, avec le violet, le bleu, le jaune, l'orange. Mais on voit aussi une couleur hyper, qui est la représentation de son animal, qui est de son chien, le teckel, qui est assez saturé, assez monotone, qui est le rouge. Donc il y a assez ce contraste et je trouve, et c'est assez original, enfin ça change un peu de voir la représentation de son chien plus particulièrement. Un livre est même consacré à ses œuvres réalisées sur ces animaux, c'est-à-dire sur plus précisément ces teckels et ces bodji. C'est carrément, il y a vraiment un livre, il ressemble à ça carrément, tellement c'était hyper emblématique pour David Hockney et tout, donc c'est pour ça. Et aussi pour son autre addiction, David Hockney est un grand opposant aux lois de anti-tabac. Vraiment, c'est vraiment un opposant sur ça. Et du coup, il avoue fumer pour sa santé mentale. Et c'est ce qu'il dit. Il possède dans son atelier californien un stock de 2000 cigarettes, ce qui est juste énorme. Du coup, c'est une autre anecdote que je voulais vous raconter, que je trouve super sympa, qui change un peu des piscines, mais c'est quand même super sympa à connaître et à apprendre à découvrir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter cette petite anecdote qui est super intéressante. Franchement, c'est tellement rare dans le milieu de l'art que quelqu'un soit atteint de ça. Je vais vous expliquer. En gros, David Hockney est atteint de synesthésie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais absolument pas. Franchement, moi je ne connaissais absolument pas et je trouve ça super intéressant. En gros, il perçoit les couleurs lorsqu'il
écoutent de la musique. Par exemple, imaginons vous écoutez une musique et vous allez percevoir plutôt du bleu, du rouge, du vert, du jaune, du rose, du violet, n'importe quelle couleur. Et franchement, c'est hyper intéressant, genre ça change et puis c'est rare que les gens savent faire ça, genre c'est vraiment un symptôme hyper étrange et ça fait comme si c'était un peu un super pouvoir, j'ai envie de dire. Et du coup, je vais vous parler des 7 décors d'opéra. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est, avec encore plus de couleurs, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est pas. En gros, ces décors de théâtre très colorés sont l'illustration. En fait, c'est ces décors de théâtre que vous pouvez voir justement, ce sont des illustrations de son don particulier, c'est-à-dire de la synesthésie, comme je vous ai parlé précédemment. Et d'ailleurs, même, qui est hyper emblématique, j'ai envie de dire, vraiment c'est fou, même David Hockney a même peint des décors de scènes de théâtre pour Mozart. Mozart, je ne sais pas si vous voyez, c'est lui, c'est un grand compositeur de classique, vraiment. Il a même peint, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. D'ailleurs, l'image de référence que je voulais vous parler, qui représente sa maladie ou son symptôme, c'est ça. Vraiment, c'est fou. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Pas que fait pour Mozart, il est aussi fait pour Warner, qui est lui, mais encore sur Stravinsky, qui est lui. Enfin, 3 personnes qui sont des grands compositeurs de classiques ou même d'opéra. Enfin, franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste fou que grâce à son symptôme, il a réussi à pouvoir réaliser des décors pour eux. Genre vraiment, c'est juste... Franchement, c'est une anecdote super intéressante parce que franchement, imaginez ça, on ne pensait pas avec ces piscines de base qu'il était capable de faire ça. Et bah si, justement. J'espère que cette vidéo sur David Hockney, sur cette deuxième édition de Un artiste égale une vidéo, vous a plu. Franchement, moi j'ai kiffé. C'est vraiment hyper cool d'apprendre à connaître justement cet artiste-là qu'on reconnaît juste avec les piscines, vraiment. Et je voulais vraiment approfondir parce que je me suis dit, on le connaît grâce à ses piscines, mais on le connaît pas plus que ça. Et je trouvais ça un peu dommage de pas, même déjà d'apprendre à connaître un peu plus comment il a réalisé cette série de piscines, mais vraiment à part cette série de piscines, je trouve super intéressant de justement en plus approfondir sur certaines œuvres, sur certains moments de sa carrière qui sont hyper emblématiques. Et franchement, j'en ai appris grave des choses sur lui et ça fait du bien d'apprendre un peu plus des choses sur certains artistes qu'on connaît mais qu'on ne sait pas vraiment. Cette vidéo est terminée, tu peux t'abonner, liker, laisser un commentaire, nous soutenir si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à aller faire un tour sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'informations. Et puis voilà, bonne journée à tous, salut!